Mais il fallait se rendre à l'évidence. Paris ne l'attendait pas. Il n'était plus le petit miracle qu'on avait adoré écouter quand il avait 8 ou 10 ans. Les nobles parisiens ne le traitaient guère mieux que l'archevêque Colloredo, le faisant attendre des heures dans des antichambres glacées ou lui payant avec un lance-pierre les œuvres qu'il avait commandées. Non seulement on ne lui proposait aucun poste intéressant, à part celui d'organiste à la cour dont il ne voulait pour rien au monde. Non seulement il n'obtenait pas la moindre commande pour l'Opéra de Paris, mais il fallait de plus faire face au plus grand chagrin de son existence. Sa mère, qu'il avait délaissée souvent des journées entières pour courir après les commandes et les concerts, avait contracté de fortes fièvres et était morte dans leur appartement parisien sans qu'on ait pu la sauver. Rien ne lui fut plus pénible que de devoir écrire à l'abbé Bullinger de Salzbourg pour qu'il prévienne, en les ménageant le plus possible, son père et sa sœur. Il se souvenait presque mot pour mot de cette lettre. « Soyez en deuil, mon ami. Ce fut le plus triste jour de ma vie. Je vous écris cela à 2 heures du matin. Il faut que je vous le dise, ma mère, ma très chère mère, n'est plus. Elle est morte sans être consciente. Elle s'est éteinte comme une lumière. Préparez mon cher père et ma chère sœur à cette nouvelle. Paris, ce 3 juillet 1778. » Il lui fallait donc rentrer seul à Salzbourg. Par-delà ce deuil, mais aussi par-delà les ratages et les désillusions, il lui restait pour seule satisfaction d'avoir écrit 23 œuvres pour Paris, dont certaines commençaient à intéresser plusieurs éditeurs français. Il était notamment assez fier d'un concerto écrit pour le duc de Guine, lui-même très bon flûtiste, et pour sa fille qui excellait à la harpe. L'éclat de son allegro initial lui semblait un rayon de soleil parmi tant d'ombre et de frustration.